Bonjour et bienvenue dans I Geek Now, l'émission de la rédaction d'IGN. Cette semaine, aux côtés d'Emeric et Erwan, nous ferons un bond dans le passé avec Assassin's Creed Syndicate, mais aussi un retour vers le futur avec le film du même nom. Mais d'abord, focus sur le film événement de l'année, Star Wars, le réveil de la Force. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, vous connaissez la musique, et elle reviendra cette fin d'année au cinéma, le 16 décembre exactement, avec Star Wars, le réveil de la Force. Cette semaine, la bande-annonce du film de J.J. Abrams a enfin été mise en ligne, et si elle montre de nouvelles choses, messieurs, n'épaissit-elle pas aussi de nombreux mystères ? D'abord, il y a l'affiche. Tout à fait. L'affiche qui a été dévoilée, et il y a en fait déjà pas mal de trucs sur l'affiche, mine de rien. Il y a un espèce de petit droïde ou un petit personnage qu'on connaît pas en bas à gauche. Mystérieux, ouais. Voilà, un personnage mystérieux en plus, qui est quand même assez étonnant. Ouais. Il y a l'héroïne aussi, on a l'impression qu'elle tient un sabre laser, mais en fait, si vous regardez bien, ce n'est absolument pas le cas. En fait, c'est son bâton qui est mis en parallèle du sabre du méchant exactement, Kylo Ren. De Kylo Ren, exactement. Donc du coup, ça pose des questions là aussi. Et alors que Finn, on a envie de penser le héros secondaire, a bien un sabre laser. Ouais. Donc du coup, effectivement, ça épaissit déjà pas mal le mystère, quoi. Erwan, toi, qu'est-ce que tu as pensé et de cette affiche et de cette bande-annonce ? La bande-annonce, elle ouvre beaucoup de questions sur l'histoire parce qu'elle répond absolument à rien et en plus c'est bien elle rajoute des éléments qui font rêver, quoi, la nouvelle étoile noire notamment. On peut voir sur aussi sur l'affiche, ouais, tout à fait, cette espèce de planète avec une sorte de réacteur ou un espèce de fusil géant, voilà, c'est pas exactement. Et il y a aussi l'absence de Luke. Voilà, alors moi c'est ce que sur l'affiche et dans le trailer. Disait ça. Luke Skywalker, on sait que Mark Hamill aura vraisemblablement un rôle. On a vu des photos de tournage, etc., où il est habillé en Jedi, mais on ne le voit ni dans l'affiche, ni dans la bande-annonce, ou alors peut-être, c'est ce qu'on suppose, ce serait le personnage avec une main mécanique sur l'espèce de R2, qui la pose sur R2D2. Ce qui est drôle en fait, c'est que depuis le début il dit non, moi je veux pas être dans les trailers, je veux pas être mis en avant et tout ça. Et maintenant on commence à se demander si c'est pas une petite embrouille pour nous enfumer, mais voilà, alors qu'il aura un rôle plus important. Exactement. Donc de toute façon tout le monde est en pleine paranoïa. Tout le monde est à fond dans les conspirations sur qui va mourir, qui devient un Sith ou pas. Et hier il y a une news qui est sortie qui revenait en fait sur un dîner qu'il y a eu en fait avec J.J. Abrams et j'allais dire Luke Skywalker, Mark Hamill qui est l'acteur qui joue Luke Skywalker. Ça, c'était une émission de télé qui date de 2005. Exactement, et en fait dans cette émission on apprend que Luke Skywalker, Mark Hamill, voudrait faire passer Luke Skywalker du côté obscur de la Force. Voilà. Alors là toutes les spéculations sont possibles. Là, c'était en effet le complot. C'était en effet une idée qu'il avait depuis très longtemps, parce que pour le retour du Jedi, c'était une proposition qu'il avait fait à George Lucas. George Lucas lui avait dit non, c'était pas possible. Oublie petit. Et Mark Hamill voulait vraiment aller très loin. Son idée à lui, c'était carrément de voir Luke tuer Leia ou Han, et en tant qu'acteur, c'était aussi pour lui une manière de s'amuser un peu plus. Il considérait que le personnage de Luke était peut-être un peu lisse et que jouer les méchants, c'est toujours un peu plus rigolo. Ce qui est génial dans cette émission que vous pouvez voir sur IGN France d'ailleurs, c'est qu'en fait, en face de Mark Hamill, il y a J.J. Abrams, 10 ans avant, qui a réalisé Star Wars 7. Donc c'est quand même, je veux dire, tout est rassemblé pour qu'on se pose des tonnes de questions. Et c'est ça qui est génial finalement. Ça fait penser un petit peu au teasing à la Kojima, tu vois, dans ces grandes heures qui te fait rêver, qui t'emmène sur des complots et tout. Et là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur des milliers de gens. Donc autant dire que les théories, il y en a des tonnes. Sur les réseaux sociaux, ça s'emballe, etc. Et c'est ça qui est bon finalement, au-delà même de la bande-annonce, etc. Parce que moi, la bande-annonce, je pense que tout le monde a bien aimé. Je l'ai trouvé cool, mais j'ai pas trouvé tout super cool. Moi, par exemple, on a l'impression que Kylo Ren, c'est très clair que Kylo Ren veut reproduire ce qu'a commencé, j'ai envie de dire, Dark Vador. Moi, je pense que déjà quand je vois Kylo Ren, il a pas le charisme d'un Dark Vador, et moi, ça me fait peur. Je le trouve pas mal. Il est classe, mais j'ai peur quand il enlève son casque, que ce soit la claque. C'est ça qui me fait peur. C'est Adam Driver qui l'incarne, qui a déjà un physique assez particulier. Exactement. Donc moi, je pense que ça peut le faire. Alors, peut-être. J'espère me tromper. Il a justement ce physique de petite frappe, quoi. C'est pas Dark Vador n'a pas un physique de petite frappe. Mais attention, mais c'est un faux Dark Vador. C'est un fanboy et il va se faire piler. Mais c'est ça qui me fait peur, moi. Moi, j'ai peur de ça, mais j'imagine que je sais pas si tu as fait attention à cette image qui est très brève dans le trailer, mais où on voit que Kylo Ren pourrait avoir une sorte d'équipe avec lui. Alors certains ont fait un rapprochement entre les 7 samouraïs, parce qu'on voit 6 autres personnages avec lui en armure plus ou moins comme lui, chacun avec une arme différente. Mais pas de sabre laser, semble-t-il.
Pas de sabre laser pour les autres, ils auraient d'autres sortes d'arsenal. Et quand on sait en plus à quel point George Lucas, pour sa trilogie originale, s'est extrêmement inspiré du cinéma de Kurosawa, évidemment, on pourrait s'imaginer que ça a trotté peut-être dans la tête de J.J. Abrams pour rendre certains. Il y a plein de trucs comme ça effectivement qui sont super cool. Et j'en avais un dans la tête, c'est le dernier, et je ne sais plus pourquoi je l'oublie maintenant. Attends, ça va me revenir. Il y avait un dernier truc qu'on ne peut pas rater à la fin du trailer. Oui, voilà, c'est la grosse surprise en fait. Enfin, c'est le truc qui t'a surpris moi aussi, en tout cas, j'imagine que toi aussi, Erwan. Il s'agit de se rendre compte que les jeunes d'aujourd'hui, de cette époque, ne sont pas sûrs que la légende de Luke, enfin que Luke ait vraiment existé, que la Force existe vraiment, etc. C'est une légende. C'est passé il y a 30 ans, c'est de la mythologie. Oui, mais nous, moi, ça m'a vraiment étonné. Je me suis dit, c'est une très bonne idée. C'est pas débile effectivement après un cataclysme ou un truc comme ça, quoi. Mais là, pour le coup, tu dis pas forcément. Et si finalement ils savent pas, et Han Solo confirme, c'est quand même génial. Lui qui est super sceptique et surtout qu'après le retour du Jedi, c'est quand même la victoire de l'Alliance Rebelle. Donc on aurait pu penser que voilà, les Luke seraient portés en héros, etc. Mais visiblement, les histoires font fils de légende. D'après les livres, attention, spoil pas trop. Ce qui se passe après le retour du Jedi, mais là c'est dans les livres en fait. Han se barre en fait avec Chewie pour d'autres aventures. Donc, et non pas avec Leia. Il n'est pas là pour. On ne sait pas quand il se barre. Ils sont amants, ça c'est. Il se barre avec le Wookiee, quoi. Donc au bout d'un moment, si tu veux. À un moment, il n'est pas là pour confirmer, il n'est pas là pour affirmer l'histoire telle qu'elle a eu lieu. Donc s'il n'y a pas de témoins, s'il n'y a personne pour raconter l'histoire, c'est normal qu'au bout d'un moment... Enfin, à la fin des films, il me semble qu'ils jetaient tous leur chapeau. Donc il y avait du monde qui était au courant quand même. Tout le monde était au courant. Mais bon, de toute façon, on ne sait pas. Avec les livres qui sont pour certains plus canons, on sait que maintenant c'est les films qui sont considérés comme canons. On verra ce que nous réserve ce Star Wars 7, mais en tout cas, l'excitation est là. Évidemment. Et moi j'ai adoré les réactions des deux acteurs. John Boyega et Daisy Ridley qu'on voyait devant le trailer. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est un peu marketing, mais bon, après, elle est très convaincante, lui beaucoup moins, mais bon, voilà. En tout cas, moi je trouve ça fun. Évidemment. Je pense que c'est sincère et ça et puis surtout à leur place, d'une communauté. Évidemment, on sera à leur place. C'est possible que je me jette derrière mon canapé en voyant mon trailer, c'est possible. Évidemment. En tout cas, ça sera le 16 décembre pour Star Wars 7. T'as réservé ta place. Évidemment, j'ai réservé ma place. Et nombreux sont ceux qui seront au rendez-vous, bien sûr, comme ils l'étaient, pour célébrer l'arrivée de Doc Brown et Marty McFly de Retour vers le futur, qui coïncidaient cette semaine avec notre présent. En 1985, les deux héros du film Retour vers le futur 2 traversent le temps pour se retrouver en 2015, le 21 octobre exactement. Une date futuriste pour eux, mais désormais déjà le passé pour nous et l'occasion pour le monde entier de fêter le film de Robert Zemeckis. Messieurs, avez-vous été surpris par cette célébration qui a été réservée à Retour vers le futur ? Tu veux commencer, Erwan ? Moi, on a déjà vu plusieurs trucs qui sont arrivés. Récemment, genre le Pepsi Perfect, le Overboard, tout ça, il y a eu des trucs marketing. Et puis ça fait des années que sur le net on nous dit c'est le jour de l'arrivée de Marty et de Doc, alors que c'est pas vrai. Mais ça s'est vraiment accéléré le jour même. Il y a eu vraiment beaucoup de choses et ça m'a effectivement un peu surpris qu'il y ait autant. Et ça m'a un peu saoulé aussi. Ce qui était très surprenant à mon sens, c'est que j'aurais pensé que ça serait juste peut-être les geeks, les médias geeks qui en parleraient un peu. Et partout, dans les médias généralistes, absolument partout, ça on a fédéré, en a parlé. En fait. Ça a fédéré. Mais je pense que ça souligne quelque chose d'assez important, c'est que finalement, être geek il y a 20 ans ou 30 ans, c'était marginal. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde l'est un peu. Et tout le monde se considère un peu. Les enfants d'hier ont grandi, voilà, ils ont des vrais métiers. À tort ou à raison, bon bref, c'est utilisé un peu n'importe comment, le terme geek. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tout le monde en tout cas s'est rassemblé autour de ça, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'était franchement super sympa. Voilà, de voir que c'est un peu la victoire de la geekerie. Je trouve ça un peu ça. Et je trouve ça génial. Voilà, moi pour le coup, ça m'a vraiment... Après, ça m'a surpris, oui, parce que c'était puissant le jour même. Il y a eu quelques événements à Vancouver, comme tu le disais. Mais c'est vrai qu'effectivement, finalement, on s'est tous retrouvés et ça, c'était joli, quoi. C'est un film qui avait marqué toute une génération, qui était une série de films. Ouais, une série de films qui en plus devait se suivre. C'est vrai qu'on l'oublie des fois, mais c'était vraiment un film en triptyque, quoi. L'intrigue du premier amenait directement sur le 2 et tout, et puis avec toutes ces histoires de continuum espace-temps, c'était quand même quelque chose de très dense. Tu me corriges si je me trompe, mais je crois que c'est bien dans le 2 en fait qu'il arrive le 21 octobre. Oui, tout à fait. Dans le premier, il va dans le passé, dans le deuxième, dans le futur, et dans le troisième, chez les cowboys. C'est les années 50 avec Biff, et après machin, je me rappelle de ça. Exactement. Mais d'ailleurs, ça nous permet peut-être de faire un point sur l'année 2015 qu'il y a dans Retour vers le futur et celle dans laquelle on vit.
On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas d'overboard. Ah bon, bah, je suis venu en overboard ce matin, moi pourtant. Non, alors on a parlé d'un overboard, rappelle-toi, sur IGN France il y a quelques mois, mais bon, qui c'est fonctionne pas qu'à un encore endroit démocratisé particulier, comme dans évidemment. Retour vers le futur, Mais malheureusement. oui, effectivement, c'est marrant de comparer tout ça. Effectivement, on n'a pas tout ça, on n'a pas les voitures volantes, enfin quelques voitures Qu'est-ce volantes. qu'on a à la place d'overboard? On a les trottinettes. On a les trottinettes, vous C'est verrez ça. d'ailleurs une belle image qu'on vous mettra. On a trouvé un spécialiste de la Les trottinette gyropodes, de chez surtout, Millennium. Les gyropodes, Les ouais. gyropodes, Il y en a Ça peut être peut-être un équivalent paquet des qui se font overboards. appeler même overboard Bien pour sûr. la hype, mais voilà. Bah, évidemment, c'est à ce moment-là. On n'a pas les pizzas qui se transforment, enfin les petites pizzas qui se transforment en grosses pizzas. Est-ce dans que c'est le pas plus micro-ondes. mal ça peut-être? Écoute, je Les sais pas. pizzas Vu ce qu'on mange déshydratées nous, je me pose des questions. Hein. Peut-être que ce serait mieux. Donc, Toujours pas de voilà. voiture Mais maintenant, volante. on Non. se fait virer par SMS plutôt que par fax. Mais... Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Bah, la seule chose, je pense, sur laquelle on gagne, c'est que dans Retour vers le futur, quand il se trouve devant un cinéma, on voit que c'est les Dents de la Mer 19. Oui. Alors que si Marty McFly arrivait aujourd'hui, bah, il aurait quand même Star Wars 7 au Tout à cinéma. Et ça, je pense Qui changerait que énormément de choses. ça pourrait être pas mal. Et il faut pas oublier que Ouais. c'est aussi la sortie des DVD et de Blu-ray. C'est pour ça qu'il y a eu Ouais, autant tout à de fait. campagnes marketing autour de tapage. Il y a aussi ça. Voilà, donc ce qui est un petit peu. L'occasion de faut redécouvrir pas oublier redécouvrir ce qu'il y a film. quand même Bien du, sûr. du pognon derrière. Quoi. Ah, c'est normal. Il y a un moment aussi, bon, c'est des industries pour gagner de l'argent. Tu vois, c'était pas non plus. Et Ce qui est un peu étonnant. ce qui est amusant, c'est que était les- sur Netflix il y a 3 semaines. Ouais, et puis rediffusé souvent. Mais les jeunes générations, en tout cas pour eux, ça sera amusant de voir qu'ils verront des films dans le futur qui se passent dans leur passé. En tout cas, il n'y a qu'un saut de l'ange à faire dans le temps pour passer d'une série qui a débuté en 2007, une série Ubisoft. Je veux bien sûr parler Vas-y. d'Assassin's Creed qui revient avec un nouvel épisode. Assassin's Creed Syndicate est disponible aujourd'hui sur PS4 et Xbox One, sur PC un peu plus tard en novembre, et après Paris dans Unity, les joueurs sont cette fois plongés dans l'Angleterre victorienne en pleine révolution industrielle. Il s'agit de la période la plus récente proposée Tout à dans fait. un jeu assassin. Toi qui connais bien la série, Emery, qui a joué à Syndicate, est-ce que Syndicate marque une nouvelle étape dans la saga? Alors non, je dirais pas que ça marque une nouvelle étape. Déjà, tu disais que c'est la période la plus récente. Il faut savoir que quand même il y a des retours dans le présent. Tu sais régulièrement. Oui, bien dans sûr. l'aventure, Mais, voilà. je te parlais Tout quand à fait, on bien sûr, incarne bien sûr. un Mais je veux dire, assassin, ça ouais. existe encore aussi ça. Donc il y a des gens Ouais, qui n'apprécient pas forcément ça. Ouais. Donc, en tout cas, il y a ce genre de choses. La chose qui est cool, c'est que dire que ça marque une étape, non. Par contre, ils ont tenté des choses qui sont intéressantes. Mhm. Par exemple, il y a 2 héros, les frères Fry en fait, enfin les D'accord. jumeaux Fry, donc Jacob et Ivy. Qu'on incarne à tour de rôle, donc Donc on incarne à tour de rôle. À certains endroits du jeu, on peut même choisir C'est lequel un on veut frère et une incarner. sœur, c'est ça? Exactement, D'accord. tout à fait. Jacob et Ivy. Ouais, ouais. Voilà. Et ils ont un petit peu chacun leur spécialité, même si tu peux déborder un petit peu. Ils ont chacun leur template avec les points que tu vas pouvoir répartir toi où Mhm. tu veux. Tu peux les spécialiser un petit peu. Pareil pour les équipements que tu peux crafter, etc. Ce qui est sympa, c'est que Jacob est plus un fonceur. Et si tu le vois un peu dans le gameplay, il va aller tabasser, j'ai envie de dire, les gars en direct. Il fait un petit peu C'est d'infiltration, de la mais moins boxe que sa anglaise sœur. un peu. Exactement, alors que sa sœur va être plus infiltration. Voilà, donc ça c'est quand même assez sympa. Et ce qui est cool, c'est que ça se retrouve dans le gameplay, mais ça se retrouve aussi dans le ton, la narration du jeu. Alors, est-ce que ce sont d'ailleurs deux personnages aussi attachants que Ezio, que Connor Alors c'est toute la question. Moi je suis pas allé Edward. à 100% du jeu pour l'instant, donc Ouais. je peux pas vraiment très bon là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le début du jeu, je l'ai pas trouvé super du tout. Ouais. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça, la manière dont l'aventure débute, je vais pas donner les détails pour pas spoiler, cela va de soi, Ouais. mais j'ai pas trouvé ça super. Par contre, passer la première heure, une fois qu'on arrive à un endroit, il y a vraiment une montée en puissance au niveau de la relation entre les frères et sœurs. Ils s'envoient des typiques constamment. Il y a une vraie humour entre les deux qui passe bien en fait, et ça monte en puissance. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et je trouve ça cool effectivement parce que vraiment c'est pas du tout les mêmes personnages. Donc ils se complètent et je trouve que globalement c'est assez réussi de ce côté-là. On n'a pas affaire à un copier-coller d'Unity qui se retrouverait dans Londres du Alors coup, évidemment tu retrouves plein de trucs ouais, parce on que reste c'est quand le même même dans moteur. la continuité d'Unity. Évidemment, mais il y a plein d'éléments de gameplay aussi en plus. Par exemple, les combats ont complètement changé. Ce n'est Ouais, plus du tout la même d'accord. chose. Alors, ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a du fight plus au corps à corps. Tu Ouais. peux aussi utiliser des petites armes, etc. Et tu peux enchaîner les mecs et faire des esquives et tout. C'est plus pratique à jouer, mais il y a des gars qui sont tellement résistants que c'est un petit peu long parfois. Les combats sont D'accord. un petit peu trop longs, donc ça tire un petit peu en longueur quand t'as plusieurs ennemis. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. L'autre truc qui est chouette, que je trouve sympa, c'est le grappin par exemple. Ouais, Donc, il y a voilà, un ça c'est grappin, l'une des et grosses ça vient nouveautés. évidemment de Batman, on va pas se mentir. Mais alors hein, du je coup, veux on dire. fait plus de varap comme ça sur Si les on immeubles fait de la varap, continue mais là encore ce grappin donc il te permet de monter très très vite à certains endroits et ça c'est cool parce que c'est confort puisque ce qui est fun dans Assassin's Creed finalement c'est d'aller vite de toit en toit, tu vois. D'accord. Donc là tu passes du sol au plafond, j'allais dire, au toit très rapidement, donc ça c'est chouette. Le grappin tu peux aussi l'utiliser en longueur, donc c'est vachement sympa. On peu a à un la espace de Batman. jeu conséquent du coup, C'est énorme. assez vaste. Ouais, Franchement, c'est vrai, ouais, c'est très franchement, c'est Apparemment, il énorme. va un peu trop loin ce grappin, non Oui, évidemment qu'il va un peu trop loin, mais d'un autre côté, je pense que c'est le confort. Si tu veux. Enfin,
y a un moment aussi où il faut voir qu'on est dans le jeu vidéo. Et je veux dire, évidemment qu'il va trop loin ce grappin. Il y a des endroits où c'est juste quand tu es au-dessus de Big Ben et que tu vas choper un truc à l'autre bout. Enfin, je veux dire, c'est évidemment. Tu traverses plusieurs kilomètres d'un coup, quoi. Évidemment, voilà. Donc évidemment, ça peut être un problème. Maintenant, bon, faut que ce soit confortable aussi. Donc voilà. Après, moi, j'ai eu des échos comme quoi la fin était pas fantastique, par exemple. C'est ce que j'ai eu comme écho, mais je l'ai pas encore vécu moi-même. La méta-histoire est d'ailleurs toujours mise de côté. Alors non, il y a ces retours, je le disais, dans le présent, mais très particulièrement, ça a l'air d'être moins fort qu'avant. Voilà, on la voit un petit peu moins qu'avant. Mais elle est toujours là, parce qu'il y a quand même un public auquel ça plaît, donc j'essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Mais voilà, globalement, moi en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, voilà, il y a quelques trucs, la fin qui a pas l'air super, le combat qui fonctionne pas toujours très très bien. Toujours un peu de bugs, non? C'est ce qu'on reproche parfois à la série. De toute façon, il y a un moment où il faut se mettre d'accord. Je veux dire, quand on achète un Assassin's Creed, on sait que l'ampleur dès que tu achètes un monde ouvert, de manière générale, dès que tu achètes un monde ouvert qui a de l'ambition, il y a forcément des bugs à droite à gauche. Et ceux qui connaissent Assassin's Creed retombent souvent sur des bugs qui existaient déjà avant. Voilà. Donc ou on s'en accommode ou auquel cas on s'intéresse pas au jeu, tu vois. Enfin, il y a un moment où faut savoir. Maintenant, globalement, j'ai pas vu de truc complètement aberrant pendant les parties. Quand t'es fan de la série, en tout cas comme toi, moi en tout cas, le début m'a ralenti, mais après il m'a fait monter en puissance. Bon, donc voilà. Ok. Et pour un complément d'avis et d'information, le test d'Assassin's Creed Syndicate est en ligne sur IGN. Mais tout de suite, c'est le moment du petit plus de la rédac. Le petit plus, c'est l'occasion pour nous de partager avec vous des films, des livres, des jeux qui nous stimulent. Et on commence avec toi, Erwan, qui a, je crois, un manga à nous recommander. Ouais, c'est manga aujourd'hui, mais malheureusement, il n'est pas édité en France. Donc voilà. Truc obscur, Erwan. Il faut connaître les voix habituelles du. Non, Erwan lit le japonais. Voilà. Oui, voilà, je lis le japonais. En plus. Bon, c'est normal, tu vis avec une japonaise, donc voilà. Ça s'appelle Dungeon Meshi. Okay. C'est la cuisine en donjon en fait, donc c'est de la fantasy. Okay. Et c'est une mangaka qui a inventé un groupe d'aventuriers totalement typique pour les fans de jeux de rôle sur table ou en JRPG, qui est obligé de redescendre au fond d'un donjon pour récupérer le corps de la sœur du guerrier qui a été bouffée par un dragon. Voilà, donc s'ils veulent la ressusciter, il faut qu'ils aillent récupérer le corps. Le problème, c'est que comme tout le groupe a été explosé et qu'ils ont payé des frais de ressuscitation, de résurrection, ils ont plus de thunes pour descendre en achetant de la bouffe. D'accord. Donc ils sont obligés, le guerrier décide de bouffer les monstres qui tueront en chemin. D'accord. Voilà. Et donc chaque chapitre, le premier montre qu'ils sont pas faits pour ça, mais ils rencontrent un nain, qui est le 4e membre du groupe, qui sait très bien cuisiner les monstres, c'est sa passion, et il vit dans le donjon. Et donc chaque chapitre, ils vont aller plus profond, découvrir des nouveaux monstres, les buter et les cuisiner, quoi, avec une petite recette sur place. Donc ça fait penser à Dragon Quest. Ils font sécher des slimes, ils récoltent de la mandrake donc qui hurle, qui tue tout le monde. C'est un univers un peu à la Fly ou plutôt Chronique de Lodos ou... C'est du JRPG façon les elfes avec les oreilles en pointe. Ça fait penser à un dungeon crawler, comme il y a certains jeux, tu sais, où tu descends en fait constamment au fond et en fait tu récupères des monstres à chaque fois. Là il bouffe en chemin, quoi. C'est toute l'histoire de. Est-ce que c'est aussi bon que One Punch Man? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est aussi bon que One Punch Man. Voilà. Et c'est drôle, c'est super bien dessiné autant au niveau des décors que des expressions. Les personnages sont super. Forcément, il y a l'elfe magicienne qui veut absolument pas bouffer du monstre et qui est dégoûté à chaque fois. Le guerrier, lui, il est fasciné par les monstres, donc il fout tout le monde dans la merde à chaque fois. On sait si ça va être publié en France ou on n'a pas d'écho? On fait un petit coucou à tous nos éditeurs favoris en disant il faut ce truc en France parce que c'est vraiment génial. Très bien, on pourra le découvrir à ce moment-là. Oui, on en a pas parlé, donc tu ne sais pas. C'est la surprise. C'est la surprise. Moi, je dois souligner l'agressivité de Sony sur les prix de la PS4. D'accord. Puisque effectivement, ça passe de 399 à 349. C'est quand même assez violent et c'est quand même 2 mois avant Noël. Ton coup de cœur, c'est de dépenser moins d'argent. Non, mais c'est pas mon coup de cœur. Tu parles de petit plus de la rédaction. Donc voilà, je trouve que quand même leur politique est juste. Déjà, ils dominent à mort. Je veux dire, ça me fait penser à Uber qui fait baisser ses tarifs, qui baisse ses tarifs en ce moment pour récupérer des parts de marché. Et je veux dire, salut nos amis taxis. Voilà, c'est exactement, c'est très dur. Et c'est d'une agressivité quand même assez monstrueuse. Et je veux dire, moi je dis, ils mènent leur barque de manière incroyable depuis presque 2 ans maintenant.
Et je veux dire, bon, c'est la console dont tout le monde parle. J'ai encore des amis qui me disaient voilà quelle console je choisis. Et même si j'adore la Xbox One, c'est compliqué quand même de dire si tout le monde autour de toi a une PS4, il faut choisir la PS4, donc là le prix baisse. Donc voilà, donc moi je trouve qu'ils mènent très très bien leur barque et je voulais le souligner. Voilà. D'accord, et bien écoute, moi quand je joue aux jeux vidéo, je dépense des pièces, beaucoup d'argent, parce que j'ai été récemment à la Tête dans les nuages qui a été rénovée il n'y a pas longtemps, peut-être la seule salle d'arcade parisienne hors versus fighting. On sait qu'il y en a aussi Arcade Street qui propose du versus fighting et des bornes plus classiques, mais là j'ai pu essayer Star Wars Battle Pod qui est vraiment une borne hyper impressionnante. On y rentre par une petite porte et là on se cale dans un siège. C'est une espèce de cocon en fait. Ouais, c'est une espèce de cocon avec un écran comme ça incurvé qui t'englobe totalement. Un truc que t'auras jamais chez toi quoi. C'est 90 000 $, bon, tu peux, pour la borne de base, et puis tu as donc une commande de gaz, un espèce de stick, plusieurs missions. Alors évidemment tu refais l'attaque de l'étoile noire, tu fais la bataille de Hoth, tu fais l'attaque de l'étoile de la mort. Et c'est immersif comme jamais. Il y a même du souffle. Donc par exemple quand tu es sur Hoth, tu as froid parce qu'il y a un petit vent frais qui est pulsé vers toi. Il n'y a pas la clim dans les X-Wing. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de chauffage non plus. Ouais. Mais donc voilà. Est-ce que tu prends une baffe du Yeti? Non, tu la sens aussi. Est-ce que genre non, mais c'est vrai qu'on se croirait vraiment dans Star Wars. Et tu es rentré dans le fait quoi dans ce jeu exactement? Eh ben en fait c'est un circuit, c'est-à-dire que le vaisseau se dirige tout seul et avec ton joystick tu diriges la vue de ton personnage et puis évidemment un peu quand même malgré tout le vaisseau, et tu dois régler la vitesse pour te caler bien par rapport aux autres vaisseaux que tu dois détruire, etc. Et tu reproduis vraiment les grandes scènes, donc tu fais péter le générateur de l'étoile noire, de l'étoile de la mort, voilà, t'es vraiment dedans. Donc si vous êtes fan de Star Wars, je vous invite à essayer. C'est une borne d'arcade. Est-ce que tu l'as fini vaut le coup. Avec écoute, 1 euro. J'ai foiré l'attaque de l'étoile noire. Par contre, j'ai bien fait sauter l'étoile de la mort et puis j'ai fait un petit youhou en sortant avec le Faucon millénaire. Normal, évidemment. Voilà en tout cas qui conclut ce nouveau numéro d'iGeek Now qui, je l'espère, vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur IGN bien sûr, mais aussi sur la page Facebook IGN France ou sur notre compte Twitter @IGNFra. Je vous souhaite une bonne semaine en attendant la prochaine. Salut!